Bonjour à tout le monde, bienvenue à Bulle de Rêve, donc l'émission 100% cinéma d'animation, bien sûr, sur Radio Libertaire 89.4 et en streaming. J'essaie de faire aussi bien que Francis Gavel, mais j'ai toujours du mal à réussir à dire tout, sinon le numéro du téléphone c'est 01 43 71 89 40. Je vais évidemment désannoncer ce qu'on a entendu, mais déjà, je sais pas si c'est parce qu'on reçoit une star, même montante, mais une star du cinéma d'animation, ou que nos chroniqueurs et chroniqueuses n'aiment vraiment pas le foot, puisque toute l'équipe est présente dans ce studio, ce qui n'arrive pas tout le temps, donc on est plutôt ravis d'avoir tout le monde aujourd'hui autour de la table. Marie-Pauline Mollaret, bonjour. Bonjour. Pascal Leduc, bonjour. Bonjour. Nicolas Tisse, bonjour. Et Antoine Biber, bonjour. Bonjour. Et donc nous recevons, alors tu connais que je massacre à chaque fois ton nom, Sophia, donc je vais juste dire Sophia, je vais t'essayer de prononcer de belle manière ton nom mieux que moi. Khiari. Merci beaucoup. Ce qui sera largement plus beau que si je prononce Sophia El Khiari avec mon bel accent. Donc voilà, on est ravis de recevoir Sophia aujourd'hui. On a déjà parlé de son cinéma ici, mais on est content de l'avoir. Il y a une exposition en ce moment même. Il y a un film, nouveau film qui est sorti cet été. Et donc on va parler de tout ça. On est ravis de l'avoir. Avant, on va désannoncer ce qu'on a entendu. Le générique, on le doit à notre ami Nicolas qui nous a envoyé 2 morceaux, dont celui-ci. Évidemment, il était impossible de ne pas le passer. C'est la reprise de Bella Ciao. Alors, je ne sais pas si tu prononceras mieux que moi le nom de la chanteuse qui est Yashgin. Qui arrive, donc parlez pas loin, Yannick, parlez pas loin, donc ça doit le prononcer mieux. Et évidemment, c'était un hommage, c'était quelque chose qui nous paraissait important dès que Nicolas l'a envoyé. C'est Bella Ciao en persan, et c'est évident parler de ce qui se passe, en tout cas rendre hommage, un hommage très fort à ce qui se passe, le peuple iranien, et bien évidemment encore plus les femmes iraniennes qui se soulèvent pour avoir leur liberté. Et donc c'était, merci Nicolas, en tout cas c'est une très belle version, vous la trouvez, c'est très bouleversant de l'entendre, elle est sous-titrée sur internet, et on finira l'émission avec une autre version de Bella Ciao, toujours en persan, par deux sœurs qui l'ont mis aussi peu de temps après la mort de Mahsa Amini, donc cette jeune femme morte des coups de la police dans l'hôpital, et qui a amené cette nouvelle, en espérant que celle-ci aille jusqu'au bout, cette nouvelle révolution. Encore une fois, pas la première fois qu'en Iran le peuple se soulève. On va évidemment suivre ça. C'était suivi du célèbre discours du dictateur de Chaplin. Évidemment, il demande à ce qu'on utilise non pas les armes pour soumettre les autres êtres humains, mais pour au contraire les libérer et amener la démocratie. On va parler beaucoup avec Sophia, on va aussi parler un peu de news. Nicolas et Marie-Pauline vont nous dire peut-être ce qu'on peut imaginer de bien dans un futur lointain sur la télé, et que peut-être qu'on aura ça. Donc ils sont venus du Cartoon Forum il y a quelques mois, on aurait dû faire ça, donc ils vont nous parler un petit peu de ça. On va faire quelques petites news, mais avant on va faire une première pause musicale, et comme souvent l'album du mois et de Marie-Pauline Mollaret, on a failli avoir une surprise. On a fait avoir une voix féminine, chose assez rare dans les propositions de Marie-Pauline. Et au dernier moment, non, c'est une voix masculine qu'on va avoir de nouveau. Ouf, Marie-Pauline nous a pas surprise. Peut-être à la fin, on aura cette voix féminine très belle à la fin. Mais en attendant, l'album du mois, Marie-Pauline, c'est... Alors, déjà pour la voix féminine, si on l'a pas à la fin, nous l'aurons le mois prochain, ne vous inquiétez pas. Alors, l'album du mois, c'est même pas un album, c'est un EP, c'est un premier EP d'un chanteur canadien basé à Londres qui s'appelle Joy Area. Et voilà, il a sorti son premier EP il y a quelques semaines sur le label Speedy Wonderground, et ça s'appelle FIM. Et je dois bien reconnaître que j'ai pas découvert ça il y a très longtemps, mais que ça tourne un peu en boucle chez moi. Il y a 6 titres et c'est juste absolument sublime. Il a une voix de baryton magnifique qui donne envie de, je sais pas quoi faire, mais en tout cas de l'écouter en boucle. Et des textes existentiels, et c'est un artiste dont on nous dit pas grand chose. En fait, il a l'air un petit peu mystérieux, mais ce qu'on nous en dit, c'est qu'il mène son propre chemin depuis un certain nombre d'années. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est vraiment dans une sorte de voix très très indépendante. Et je ne vais pas vous faire de long discours parce qu'il faut le laisser lui s'exprimer. Donc on va écouter Performance Review. Donc voilà la nouvelle découverte de Marie-Pauline. On va savoir s'il battra un jour Nick Cave et Leonard Cohen.
Et est-ce qu'il passera dans plusieurs émissions? Il faut qu'il fasse un peu plus qu'un EP par contre. Il faut qu'il fasse un EP assez rapidement. Mais on attend ça. Comme vous le savez, on est très très professionnels, nous ici à Bulle de Rêve, et donc on prépare l'émission pendant les chansons. C'est comme ça, c'est notre côté artisanal de l'animation qu'on aime bien. Donc on va parler un peu des sorties. Et Pascal, tu voulais nous parler d'un film qu'il faut visiblement pas aller voir. Pourquoi? Ah oui, c'est Ernest et Célestine, Le Voyage en Charabie. J'avais adoré le premier. Je trouvais une vraie poésie, un charme fou. C'était drôle, attachant. Déjà, c'est écrit par Daniel Pénac, co-réalisé. Réalisé par Renner, ouais. Voilà, c'est pas un chef-d'œuvre du siècle, mais c'était un film très plaisant que j'ai plaisir à revoir. Et là, je suis allé à la projection de presse la semaine dernière. Et le film défilait devant moi et j'avais l'impression qu'il n'y avait pas d'histoire, il n'y avait rien, il n'y avait pas de... C'est un film très creux en fait, et il n'y a pas de charme. C'est l'obligation de faire une suite. On a l'impression un peu comme certains Michel O qui aiment faire le même film encore et encore. Et là, je pense qu'ils sortent. Pour les gens qui connaissent moins l'animation, Michel O, il faut rajouter slow et donc ça fait Michel O solo. Voilà. Non, tant qu'à faire, autant le dire jusqu'au bout. Donc t'as pas aimé non plus Le Prince de Pharaon? J'ai pas vu celui-là, j'ai pas eu l'occasion de le voir, mais Ernest et Célestine, j'y allais en retrouvant des personnages familiers auxquels on s'est attaché. Et là, je vois un truc transparent et c'est dommage. Enfin, je suis pas contre faire vivre des personnages de film en film. Ça peut donner des jolies séries. Là, c'est... Personne l'a vu autour de la table, si. Marie-Pauline? Moi, je suis assez d'accord avec Pascal. Ce que j'ai envie de rajouter, c'est qu'il y a tout un truc autour de la musique dans ce film et de la musique qui est empêchée. Et il y a eu un très très beau film il y a quelques années sur le même sujet qui, à mon avis, était vachement plus intelligent et qui était vachement plus dans une idée de résistance et de lutte. Parce que là, il n'y a pas tellement d'idées de lutte. C'était Du vent dans les roseaux qui a été... Nicolas Ligori. Ouais. Voilà. Et Arnaud Demeunck. Voilà. Et ça, c'était un film qui m'était moins resté en mémoire et auquel j'ai pensé pendant tout le temps où je regardais cet Ernest et Célestine un peu fade, et effectivement où il y a quand même un truc horrible de dictature où on empêche la musique, etc. et où en gros Ernest il en a juste rien à faire, et c'est même pas un truc pour montrer aux enfants regardez comment on se révolte contre la dictature, contre la tyrannie. C'était un peu il a envie de repartir de là parce qu'il y est pas bien quoi. Et je trouvais ça assez gênant de montrer ça à des enfants par ailleurs. Une apathie politique, oui, qui en est fait très très gênante. Dans un autre style, il y a la fameuse Invasion des ours. Au moins, il y a quelque chose là-dessus sur ce rapport au pouvoir, à la résistance. D'aller à Bléou, il y a aussi cette idée de la musique et cette idée de, alors pas une résistance qui est directe, mais en tout cas l'idée de continuer à faire vivre comme ça des airs. Donc voilà, on peut pas dire qu'on n'est pas critique. Non, parce qu'après on râle, on dit vous n'êtes pas critique et tout. Et d'ailleurs, on va pouvoir répondre à une émission qui se lève tôt le matin visiblement, qui se lève après nous, qui ce matin visiblement a critiqué un film que nous on aime beaucoup, qui sort le 7 décembre, avec des critiques visiblement peu inspirées, à part quelques-uns visiblement, mais pas. Et on va peut-être laisser notre plus fervente admiratrice, même si beaucoup autour de cette table sont admirateurs et admiratrices de ce réalisateur. Mais donc c'est Archipel de Félix de Four-Lapeyrière qui a été visiblement éreinté ce matin par une critique donc peu réfléchie de l'émission. Longtemps je me suis couché de bonne heure. Marie-Pauline, pourquoi il faut aller voir, ne fallait pas écouter ce matin, il faut aller voir le film? Alors il fallait écouter ce matin parce que c'était par ailleurs une émission assez passionnante. Oui, non, bien sûr, je ne critique pas l'émission en elle-même, on parlait là vraiment de cette critique spéciale. Mais c'est dommage parce qu'en fait il y a une analogie qui a été faite avec la poésie et disant que beaucoup de poésie publiée n'était pas intéressante, et moi je trouve ça triste parce que peut-être que c'est juste quand on la trouve pas intéressante, c'est qu'on ne l'a pas comprise, et que peut-être que d'autres eux vont la trouver intéressante, et c'est le cas en tout cas avec le film de Félix Dufour-Lapeyrière qui moi m'a complètement transportée à la fois par ses effets visuels qui, il faut quand même être honnête, n'ont pas été remis en cause ce matin sur toutes ses capacités esthétiques et d'animation, mais même dans ce que ça raconte, dans ce que ça essaye de faire, ce faux documentaire qui mixe tant de contenus différents, qui essayent un peu de voir ce qui permet de faire territoire et de réfléchir à ce qui nous unit, à ce qui nous réunit.
Et c'est impossible de dire que le film n'a aucun intérêt et que ce qu'il raconte est prétentieux ou creux, parce qu'il y a un message très fort derrière. Quand on connaît le travail de Félix, quand on connaît Félix, c'est quand même lui faire un très très mauvais procès, je pense. Oui, puis c'est ce truc un peu ridicule de parler donc du côté autochtone et de vouloir, alors qu'en fait Félix Dufour-Lapeyre est quelqu'un donc, qui est un autonomiste québécois. Il veut que le Québec soit libre et qu'il réfléchit par rapport à ça, et c'est quelqu'un d'assez passionnant dans ce qu'il met en place. Et c'est pas un film sur la culture des premiers peuples, on va dire, canadiens, loin de là, en tout cas, qu'on peuplait donc ce territoire qui est maintenant le Canada, mais c'est plus une réflexion sur justement comment chaque peuple peut vivre finalement de son côté. Il y a des très beaux moments. Si vous aimez le Québec, on voit voilà, des chanteurs, on voit des poètes, mais on n'est pas obligé de forcément connaître toute l'histoire du Québec pour aimer. En effet, c'est aussi la poésie. La poésie, on en parlera tout à l'heure avec justement notre invitée Sophia, c'est voilà, des fois on se laisse porter aussi par des images, on se laisse porter par des choses, et ce qui est très beau, exactement d'ailleurs encore une fois comme dans le cinéma de Sophia, au tout début en tout cas, il y a un mélange de prise de vue continue, d'animation, de documentaire, et on est à la recherche. Et moi j'avoue que ce dialogue entre ces deux personnes qui se parlent, cette espèce de dialogue amoureux, on ne sait pas si c'est des êtres humains, si c'est justement lui avec son pays, enfin etc. Il y a plein de possibilités, très très beau. Et le fait de prendre des poèmes justement de quelqu'un qui est des cultures premières, donc des cultures premières dans ce pays-là, je trouve est très très beau. Et c'est aussi là, je trouve, un faux procès qui est mis. Donc en tout cas, ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'entre ce matin et aujourd'hui et ce soir, vous pouvez peut-être vous faire vous-même votre propre idée, ce qui serait plutôt bien. On défend toujours cette idée d'indépendance. Je vous rappelle, c'est la chose la plus importante à défendre aujourd'hui dans notre monde, c'est l'indépendance. Et Archipel est un film complètement indépendant, en tout cas, qui se bat par rapport à ça, donc c'est vraiment bien. Oui, puis c'est bien qu'ils sortent. Enfin, moi j'avais vu au Piaf, justement, et moi j'avais des réserves, je n'étais pas vraiment rentré dedans, mais je sais que je me voyais pas, enfin, j'aurais revu en parler, quoi. Enfin, sur le film, je sens qu'il m'a échappé, moi. Mais dire que, enfin, ce que j'ai entendu ce matin, c'est pareil, c'est quand même un peu, je trouve ça un peu excessif. Et surtout, il faut se réjouir qu'un film comme ça sorte en salle, même si c'est un très petit circuit. C'est une salle à Paris, je crois. C'est que le Saint-André-des-Arts, à moins que je me trompe. Mais je savais même pas que c'était aussi peu. Ouais. Et enfin, c'est bien qu'il existe sur grand écran et qu'il soit pas perdu comme tant de films de long métrage, notamment qui parlent de ça à Annecy, qu'on ne voit jamais en dehors de quelques petits tours en festival, quoi. Antoine, tu voulais dire un petit... non, je suis d'accord avec l'analyse de Pascal. Hein, c'est un film que je regrette vraiment pas d'avoir vu, et que, pareil, si moi, ou en tout cas, au seul visionnage que j'ai pu en faire, il m'a un peu échappé, je suis content de l'avoir vu, j'ai envie de le revoir, et il rend curieux, et c'est certain que c'est une expérience, enfin, qu'il faut y aller pour s'y confronter, parce que c'est une expérience esthétique, c'est une expérience aussi assez sensorielle. Je suis d'accord avec ce que tu dis sur le rapport que tu fais au cinéma de Sophia. Il y a quelque chose de très très sensoriel dans ce film, et on a besoin d'œuvres comme ça actuellement en animation et en long métrage en particulier. Mm-hmm. La Marie-Pauline qui s'approche du micro, donc dernier mot pour... dernier mot, pardon. On pourrait parler mais... de Félix pendant 2 heures, mais c'est pas l'idée. Non, mais le film est comme un fleuve. Moi, j'aimais beaucoup cette analogie, parce qu'en fait, un fleuve, vous pouvez pas le saisir en entier. Vous pouvez en avoir que des bribes, des fois des gouttelettes. Et à certains endroits, il va être plus profond et plus difficile à appréhender. À d'autres endroits, il va peut-être sembler presque pas assez profond, et donc du coup on peut y marcher pieds nus. Enfin voilà, cette analogie qui est faite dans le film, c'est que c'est pas un film qui se livre comme ça facilement, c'est sûr. Vous l'aurez compris, on aime Archipel, en tout cas une grande partie d'entre nous, en tout cas on trouve ça important, et donc il est important d'aller voir le film qui sort le 7 décembre, Félix Dufour-Lapeyre, et n'hésitez pas à regarder aussi sur Vimeo, il y a pas mal de choses. Alors rapidement, avant de parler donc du fameux cartoon, il y a pas mal de choses qui sont en ce moment en ligne. Il y a la trilogie de l'impératrice de l'animation, de Martha Payek, qui est enfin en ligne, Impossible Figures, Another Story, 1, 2 et 3. Alors, c'est pas comme ça que ça s'appelait exactement, parce que le 3 s'appelait uniquement 3. Et vous avez même des petites vidéos avec la réalisatrice qui parle de chacun de ces épisodes. Donc, c'est vraiment absolument à voir. On a déjà eu des interviews ici, donc voilà. C'est le Vimeo, c'est sur Honeymoon,
Animoon, qui est la maison de production polonaise de Marta Pajek. Sinon Pajek, c'est P-A-J-E-K, parce que j'ai pas fait mon boulot et que tout ça n'est pas sur le site de Bulle de Rêve. J'ai un peu honte, mais voilà, je vais vous expliquer pourquoi après. Pas encore, mais on vous mettra tout ça. L'appel à résidence à Meknès, pour Meknès, vous pouvez voir ça sur la nefanimation.fr, nefanimation.fr, et vous avez tout pour partir à Meknès au Maroc. C'est plutôt pas mal. Ça dure un mois. Rappelle-toi, Sophia. Ça dure un mois. Moi, j'ai fait la résidence de développement qui était plus courte. Mais la résidence d'écriture, je crois qu'elle dure bien un mois. Ah, dure un mois, donc voilà. Donc ça vaut la peine d'y aller. Juste, je voulais vous dire à quel point le Japon, mais c'est juste, alors c'est un petit truc que est vraiment toujours ce pays hors du monde pour l'animation, puisque le dernier Makoto Shinkai vient encore de battre ses propres records. Suzume est en tête du box-office. Suzume, par exemple, est encore en tête du box-office. Je crois que c'est l'un des seuls pays au monde où à chaque fois qu'on regarde dans le top 10 à la fin, le top 10 du box-office, au moins 3 ou 5 à 5 films sont dans le top 5 de l'animation, pardon. C'est toujours impressionnant, même si on a évidemment One Piece et on a Dragon Ball et des choses comme ça, on a des choses comme Makoto Shinkai. Sur Court-Circuit Arte, vous pouvez voir pas mal de courts-métrages, dont la fête de l'animation, un spécial fête de l'animation, avec notamment Le Petit Cogneur de Gilles Cuvelier. Moi, je serais vous, j'attendrai de le voir en salle, ce qui me permet de faire pas de la propagande. La promotion. Merci, j'avais le mot propagande, je sais pas pourquoi, pour Francis Gamel, encore lui, qui donc, je vous rappelle, m'oblige à citer son nom 5 fois dans l'émission, donc ça fait 4, il y en aura encore une 5e fois juste après, qui est superbe. L'affiche est absolument magnifique. Le 19 décembre, vous pourrez voir à la Cinémathèque tout un programme. J'avoue que j'ai pas tous les films, mais le film de Sophia va passer, L'ombre des papillons, il y a Petit Cogneur qui passe, Miracasas. C'est certainement une des dernières occasions de voir le Titou en Bordeaux sur grand écran. Voir enfin Bye Bye Elida, qu'on vous conseille, qui est un film assez incroyable de plus de 30 minutes. Totalement démon. Voilà, Titou en Bordeaux a quasiment fait tout seul, mais c'est même pas le problème qu'il avait tout seul, c'est juste une plongée dans son univers, et c'est assez incroyable. Donc vraiment une très très belle projection. Prenez déjà vos places pour le 19 décembre. Et juste avant, je me rends compte que je n'ai pas du tout pensé à ça, et c'est la honte totale, et j'en suis absolument désolé. Il y a le Carrefour de l'animation au Forum des Images, et j'arrive plus à me souvenir des dates, avec plein de choses vraiment intéressantes. Tu t'en souviens, toi, Pascal ? Je crois que c'est du... Non, je dirais du 9 au 15 décembre. Eh ben, je pense que c'est une bonne idée. Je vais laisser... Parce qu'il me semble que ça commence un vendredi soir qui doit être le 9, et ça se termine un jeudi qui doit être le 15. Tout à fait. Eh ben, c'est super. Donc du 9 au 15 avec plein de gens, plein de réalisateurs. Le réalisateur officiel invité, c'est Alberto Vasquez, dont nous aimons, je pense une grande partie, en tout cas énormément, le premier long métrage, Psychonautas, qui est un grand long métrage intéressant. Et on a plus de doutes sur Unicorn Wars, le dernier. J'adore aussi. Et Pascal adore aussi. Moi, donc voilà. Et Nicolas entre des bisounours et des licornes, pour moi, c'est un film. Il y a des défauts, je veux bien, mais je suis d'accord. Mais moi, j'ai vraiment pris plaisir à voir ce film. Voilà, Bambi rencontre Apocalypse Now pour faire comme un vrai journaliste. Et on va avoir ce genre de phrase toute faite qui fait trop bien, ils ont trouvé la phrase. On vous en reparlera de toute façon. Alberto Vasquez sera là, pas mal de choses. Anaïs Cora, qu'on a déjà eu ici, fera une rencontre autour du premier long métrage qu'elle va faire, animé par Marie-Pauline Mollaret. Gins Zilbadolis, qui avait fait EOS, sera aussi au carrefour de l'animation. Il y a pas mal de choses. Regardez. Il faut quand même préciser qu'il sera là aussi dans une présentation présentée par Alexis Minot. Merci. On se fait des trucs comme ça, Marie-Pauline et moi, dedans. Et donc voilà, non mais ça va être son nouveau film, c'est intéressant. Allez-y, on le dit souvent, il faut se battre pour aussi l'animation. Oui, et le 14 décembre au soir, c'est la soirée de court-métrage ukrainien, d'animation ukrainienne. Donc. Pendant le Carrefour de l'animation, tout à fait, c'est très bien de le préciser. Juste une chose, sur les internets, il y a une pétition, il y a une lettre qui sort, qui passe en ce moment, et c'est pas mal de la regarder, si vous pouvez la signer, ou en tout cas je sais pas si on peut la signer. Vous savez qu'il y a les Jeux Olympiques qui arrivent bientôt, vous savez, en France, et donc il y a un grand problème par rapport au festival de cet été, c'est que visiblement il n'y aura pas suffisamment de forces de l'ordre, et donc l'idée est de supprimer des festivals de cet été. Et donc évidemment c'est encore une problématique par rapport à la culture et à l'artistique. On a de la chance en France, on va pas se plaindre, on a quand même de l'argent qui est donné, mais c'est quand même assez scandaleux si on supprime des festivals de cet été pour mettre en place les Jeux Olympiques. J'ai rien contre les Jeux Olympiques, ça me passionne pas plus que ça, mais bon,
C'est comme la poésie, il y a sûrement des gens qui aiment bien, donc on va pas non plus forcément, mais évidemment supprimer quelque chose, c'est-à-dire supprimer des festivals culturels et artistiques qui ont besoin, et en plus on a peur que ça tombe sur évidemment les plus petits, c'est-à-dire que ça soit pas forcément les gros. Je pense que les Hellfest, Avignon, tous ces gros vont peut-être tenir parce qu'économiquement aussi ça ramène des choses, et ça risque de tomber encore une fois sur les petits festivals qui ont absolument besoin évidemment de se maintenir, surtout après un long moment avec le Covid, etc., où on n'a pas forcément pu avoir lieu. Donc battons-nous par rapport à ça, et que oui, il faut qu'on puisse tenir en même temps que les Jeux Olympiques. C'est très bien qu'il y ait ça, si les gens veulent, mais qu'il y ait aussi évidemment des festivals au même moment. Qu'est-ce qu'on doit attendre rapidement? Vous allez nous dire, Nicolas et Marie-Pauline, qu'est-ce qu'on doit attendre comme série télé? Qu'est-ce que vous avez vu de juste génial? Il y en a au moins une, donc on précise quand même que c'est le Cartoon Forum. Oui. Et donc c'est vraiment le lieu donc à Toulouse, c'était au mois de septembre, mais ce n'est pas grave si on a 2 mois de retard, puisque ce ne sont pas des séries qui sortiront avant au moins 6 mois, si elles sortent au moins un jour. Donc qui sont faites, puisque c'est des pitchs de projets de séries. Et en fait, il y en a quand même une au moins qui a conquis absolument tout le monde et qui a raflé aussi tous les applaudissements de la salle et de tous les gens qui sont dans la salle, et qui est probablement la série la plus, on va dire, originale qu'on ait pu voir au Cartoon Forum depuis aussi quelques années, à mon avis. C'est une série française d'Isis Le Terrier, produite par Novanima, et qui s'appelle Saison d'oiseaux en français. Donc en fait, à chaque fois, en ce moment, je crois qu'elle est, si je ne me trompe pas, en résidence à Angoulême, à la Maison des Auteurs, pour aussi son projet. Elle travaille au studio de Novanima. Elle n'est plus en résidence. Ok, d'accord. Donc elle travaille au studio de Novanima, ce qui est encore mieux. Et donc, ce sont des petites vignettes de 4-5 minutes, justement, chacune sur un oiseau différent. Il y en aurait une douzaine, un par mois quasiment, avec à chaque fois un oiseau particulier. Et c'est aussi une série qui est réalisée de manière assez écologique aussi, à partir de plumes. Et elle avait même fait d'ailleurs une demande de don de plumes. Tous les gens qui avaient des plumes pouvaient lui envoyer pour qu'elle puisse justement créer un petit peu ces petits personnages. C'est quand même probablement la série la plus surprenante qu'on ait pu voir là-bas. Espérons que ce soit les plumes retrouvées, non pas arrachées. Oui, non, ça va être quand même, je pense. Marie-Pauline. Oui, non, mais c'est évident, parce que quand on va au Cartoon Forum, il faut quand même voir qu'on voit beaucoup de choses pour les tout petits, beaucoup de choses que moi je qualifierais de moches, en 3D, vite fait par ordinateur. Souvent des trucs qu'on n'a pas trop envie de montrer à nos enfants, en fait. Et puis tout à coup, il y a un petit ovni comme ça, et donc il y a la Saison d'oiseaux qui s'adresse à tout le monde. Enfin, c'est complètement pour tous les publics, qui est ni formaté ni balisé, qui essaye pas de nous vendre quoi que ce soit pour nous dire que ça va rendre nos enfants plus intelligents ou que ça va lutter contre le réchauffement climatique, mais juste faire une petite passe à la beauté, à la télévision, ce qui est déjà une espèce d'ambition finalement assez énorme. Et puis, il faut quand même dire que, voilà, ça, c'est une chose qu'on a la chance, nous, en tant que journalistes et en tant que professionnels, d'assister au cartoon, c'est qu'on a vu Isis Le Terrier parler de ce projet, et en fait, rien que de l'entendre parler, on est embarqué, parce qu'elle, vraiment, sa passion pour l'ornithologie est super communicative, voilà. Donc, on est à fond derrière elle. Et d'une certaine façon, c'est aussi le type de projet qui nous fait justement, ou en tout cas qui nous fera comprendre ou nous dire, est-ce que les diffuseurs télé en France ont un cerveau et des yeux, parce que si la série n'est pas faite, ça voudra dire vraiment que la télévision française est morte. J'espère. Malheureusement, je suis pas sûr qu'ils nous écoutent, parce que c'est pas leur. On essaiera de leur faire parvenir. Ça peut être pas mal, hein, en France Télévisions, Canal+, enfin voilà, tous ces. Voilà, Arte ou d'autres. Tous ces gens-là, voilà, etc. Et puis finalement, être aussi. Se battre contre le réchauffement climatique ou des choses comme ça, c'est justement montrer la diversité, montrer la beauté de ce qui est autour de nous, bien évidemment. Marie-Pauline, est-ce qu'il y a... Allez, vous avez encore 5 minutes pour nous parler d'autres choses. Alors oui, moi j'avais aussi envie de parler d'un projet qui s'appelle Keiko et le monde flottant, qui est porté par le réalisateur Florent Gratry. Alors c'est un moyen métrage, c'est produit par Iliad des films, et ça se passe dans le Japon post-Fukushima, puisque le personnage de Keiko vient d'un village de pêcheurs qui a été en gros supprimé de la carte, en tout cas totalement anéanti par Fukushima, par le tsunami, et par les contaminations. Et en fait, suite à un coup de fil un petit peu mystérieux, elle décide de retourner sur place en se disant que peut-être certains de ses amis ont survécu. Donc on est 2 ou 3 ans après, si je me souviens bien. Et voilà, c'est un moyen métrage là qui avait une ambition
assez énorme, il faut bien le dire, puisque c'est une odyssée fantastique qui va mêler à la fois des choses assez réelles, assez concrètes avec la mythologie japonaise. Notamment, on va croiser le dieu des séismes. Ça interroge notre rapport au vivant, bien sûr. Et alors, d'un point de vue esthétique, c'est l'inspiration, ce sont les estampes japonaises de type kunishige ou okusai, donc avec beaucoup de détails, un soin énorme apporté au décor. Donc ce qu'on a vu en tout cas est absolument sublime. Et on a juste très très envie que ça se fasse. Alors, allez, un ou deux projets, mais de manière un petit peu plus. C'était peut-être des deux gros coups de cœur. C'est les gros coups de cœur. Un ou deux projets rapides. Qui sont deux gros coups de cœur assez communs de toute façon, et je pense par rapport à tout le monde. Mais en fait, ce qui est aussi assez intéressant, au-delà même des coups de cœur, c'est de voir justement les éléments qui reviennent en fait aussi. Et en fait, cette année, étonnamment, il y a quand même 3 séries qui parlent de la mythologie. Alors, je ne sais pas pourquoi, mythologie grecque ou alors même mexicaine, avec le projet justement porté par Fangway et par Kazakh Productions, Mission Magique à Mexico. Alors pourquoi la mythologie et notamment la mythologie grecque c'est comme ça, c'est une vers le passé, voilà. Et puis c'est aussi l'année, j'ai l'impression, d'adaptation de ce qu'on appelle apparemment, on a appris le mot qui existe depuis déjà quelques années là-bas, des manfras, donc les mangas français. Voilà. Donc énormément de super-héros. Ça va un peu comme Last Man d'une certaine façon, mais apparemment ça existe, Manfra. Voilà. Ça bien un nouveau mot, on n'a pas suffisamment. Apparemment ça existe quand même depuis 2005 ce mot. Donc bon. C'est une maison d'édition qui a sûrement l'idée de qu'est-ce qu'on pourrait, ça va mieux se vendre. Donc là il y en a encore 2 justement, dont Dreamland et Key & E qui ont été présentés là-bas, donc pourquoi pas. On verra ce que ça va donner. Voilà, un dernier projet. Vous savez, moi j'aime bien les formats atypiques et puis j'aime bien le court, le moyen métrage. Donc ça s'appelle Marcel le Père Noël. C'est porté par Julie Ramboville et Nicolas Bianco-Levrin et c'est produit par XBO Film. Ça dure 45 minutes. Donc déjà, rien que pour ce format qui est quand même pas évident, je dis chapeau parce que finalement, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit de faire des moyens métrages de 45 minutes en animation? C'est l'adaptation d'un livre-disque de Merlot, avec Reda Kateb comme narrateur, donc dans le livre-disque et dans le film. Et c'est l'histoire en gros de Abdou, qui est livreur de pizza et qui le soir de Noël rencontre le Père Noël et qui, suite à ces circonstances que je vous expliquerai pas, il faut voir le film, doit le remplacer. Voilà. Et c'est un conte musical, c'est à l'air à peu près aussi déjanté que ce que je peux vous en faire transparaître là. Et voilà, ça donnait très très envie parce que projet effectivement encore une fois assez atypique et assez fantaisiste. Avec ce réalisateurs et réalisatrices, ça fait envie en tout cas. Et qui sont des gens qui font beaucoup de choses et puis pas mal des fois en autoproduction aussi. Voilà, juste pour préciser, quand Marie-Pauline dit qu'il faut voir le film, il faudra d'abord qu'il soit fait. Alors c'est prévu pour Noël 2023, il n'y a plus si longtemps à attendre. Donc d'accord, donc c'est vraiment fait. Et Nicolas, vraiment simplement, juste pour signaler aussi, curiosité peut-être, une série télé, donc la première proposée par Aparté Film, donc le studio d'Ancadamian, qui ne va pas réaliser la série, qui le laisse donc à Dan Panaitescu, et ça va s'appeler Karma, donc série futuriste de science-fiction. Bon, c'est bien, j'avais peur que nos chroniqueurs soient trop chauvins et que nous parlent que de séries françaises. Heureusement, enfin une série roumaine juste à la fin, et on échappe à ce côté un peu uniquement. On est trop fort en France, on fait trop des belles animations. En même temps, il y avait 37 séries françaises sur 84 projets proposés quand même. Comme quoi. Et nous allons partir vers complètement chose, et Nicolas, c'est toi, avant d'avoir la chance de pouvoir parler avec Sophia de son travail. Je vous dis juste, je vous rappelle, Sophia, donc c'est S-O-F-I-A, parce que comme j'ai pas fait mon travail bien, L-E-L, et plus loin, donc je vais le prononcer, K-H-Y-A-R-Y. Vous pouvez tomber sur son site, c'est tout son nom.com, si je dis pas de bêtises, je l'avais noté, mais en tout cas vous tombez, il y a son Vimeo, donc vous pouvez, en même temps que vous nous écoutez, jeter un petit coup d'œil pour voir visuellement, évidemment, ce que donne son travail. Et on vous dira, vous avez jusqu'à demain pour voir l'expo, on va vous en reparler. Et Nicolas, le prochain morceau vient de toi, tu nous as fait, c'était une très belle surprise, c'est vrai que j'avais, comme Antoine, pas fait attention que Benjamin Clémentine était revenu, avait fait un nouvel album. Un nouvel album avec une chanson là qui s'appelle Delighted, et donc Benjamin Clémentine, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un immense chanteur britannique qui a d'ailleurs commencé la musique en vivant un petit peu dans la rue à Paris et en chantant dans le métro et dans les bars parisiens pendant quelques années avec une guitare à moitié déglinguée avant d'être repéré. Et depuis qu'il est repéré,
après, je pense que tout va plutôt bien pour lui, puisqu'il tourne quand même un petit peu partout. C'est un chanteur qui est assez génial, avec une très belle voix de ténor aussi, justement assez incroyable, et qui en plus, il n'y a pas longtemps, donc pour ceux qui ne le connaîtraient pas, certains l'ont peut-être déjà vu, puisque il est aussi acteur, et il a joué dans le Dune de Denis Villeneuve, un tout petit rôle, mais en gros, il était aussi dans le Dune. Voilà. Ça valait sûrement la peine de le voir à l'époque, car malheureusement aujourd'hui c'est très cher de voir Benjamin Clémentine, c'est souvent des places à 60 euros, 100 euros, donc ça valait le coup de le voir à l'époque. On écoute Nicolas, donc Benjamin Clémentine. Et oui, voilà, Sophia, mais c'est bien, il faut se faire piéger une fois au moment où c'est l'antenne, où on parle. À la fin de l'émission, on prendra juste un tout petit peu de temps, juste, ça sera notre plaisir, Marie-Pauline et moi, on a travaillé pour ça, on vous parlera de la sélection du Piaf qu'on est en train de terminer, ça sera l'une exclusivité, on vous dira les quelques noms importants qui seront dans cette sélection, mais on vous dira ça à la fin. Pour l'instant, on est ravis évidemment d'être avec Sophia. Sophia, j'ai lu, c'est marqué un peu partout, qu'en fait, tu étais venue à Paris, il faut que je retrouve, parce que le terme est pour faire de la gestion culturelle. C'est mon passé sombre. Qu'est-ce qui fait que d'un seul coup, tu as dérapé vers l'animation? Tu te souviens de ce qui t'a fait changer? Oui, alors en fait, je voulais toujours faire de l'animation, mais tu le sais, Alexis, puisque tu es venu plusieurs fois au Maroc, à Meknes, etc. Bon, l'animation, ça a mis du temps à démarrer. Donc voilà, moi quand j'étais lycéenne, j'ai dit à mes parents, je pense que je sais ce que je veux faire de l'animation. Ils étaient, mais c'est quoi ça? Comment tu peux gagner ta vie comme ça? Donc des choses en fait très pragmatiques et très concrètes. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas énormément de modèles, encore plus à l'époque, de gens qui font de l'animation en fait au Maroc. Donc le deal avec mes parents, c'était de faire quelque chose qui puisse me donner un diplôme et que je puisse gagner ma vie. Et puis après, si je veux rebasculer vers l'art ou l'animation plus tard, que je le fasse. Et je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'après 5 ans d'études et mon master, je dise toujours « Ah, mais non, en fait, j'y tiens toujours, je veux quand même faire de l'animation. » En tout cas, mon père s'y attendait pas trop. Ouais. Mais c'est resté comme ça. Je peux être assez borné, donc... Nicolas, Antoine, pardon. Et qu'est-ce qui te donnait envie de faire de l'animation? Qu'est-ce que tu avais vu? Parce que tu fais une animation très d'auteur. Est-ce que c'était d'animation d'auteur qui t'avaient donné envie ou c'est... En fait, je pense que je dessinais beaucoup, comme beaucoup de gens qui font de l'animation, et j'étais intéressée par plein de formes d'art en général. Et ce que j'ai réalisé, en fait, c'est que l'animation, en fait, ça recoupe un peu tout et ça évite de faire un choix. Et donc, c'est un peu comme ça que je me suis dit, bon, je pense que c'est ça que je veux faire parce que je peux écrire, je peux faire de la musique, du son, de la peinture. Enfin, les possibilités étaient infinies. Donc, c'est un peu comme ça que ça a commencé. Et après, j'ai quand même un souvenir à l'époque où j'étais encore à Casablanca au lycée d'avoir vu une petite animation faite par un animateur marocain à l'époque, qui était du dessin, il me semble, à l'encre sur papier. Donc c'était quand même pas... c'était pas du Pixar quoi qui m'a fait dire j'ai envie j'imagine que j'ai envie de faire ça un jour quoi. On va en reparler, mais est-ce que je me suis posé la question, est-ce que tes thématiques t'ont amené aussi vers l'animation? C'est-à-dire que il y a des thématiques sur le corps, il y a des thématiques qui sont, on va en reparler, des mots comme sensuel, sensible, enfin des choses comme ça. Est-ce qu'il y a ça aussi de se dire j'ai ça en moi dont j'ai envie de parler et finalement l'animation correspond bien à tout ça? Non, je pense que j'avais vraiment envie de ce médium parce que c'est une infinie possibilité et puis on peut vraiment être créatif et on peut créer des nouveaux langages. Vraiment les possibilités pour moi étaient infinies. Je pense que c'est plutôt ça la raison qui m'a amené vers l'animation. Après mes sujets, je pense que ça pourrait aussi marcher. On en parlait pour l'exposition en installation. Ça pourrait marcher si j'étais sculptrice ou si. Je pense pas que ce soit un médium qui. Je pense que ça fonctionne plutôt dans le sens où j'aime bien créer des atmosphères sensorielles et dans le sens où c'est possible avec l'animation de faire ce travail de texture sonore, musicale et texture
de peinture ou de grains de sable ou quelque chose de très tactile en fait à l'image qui dépasse peut-être la prise de vue réelle. Marie-Pauline ou Nicolas? Ouais. Alors, et aussi, tu disais justement que tu étais venu en France aussi comme ça, mais pourquoi tu es allé finalement au Royal College of Art et non pas dans une école d'animation en France, par exemple? Pourquoi Londres? Bonne question. Alors, il faut que je recreuse dans ma mémoire. C'est vraiment ici qu'on avait posé des questions sur le passé. C'est vrai. Je me reprépare. Par exemple, est-ce que tu as tenté aussi des concours où tu peux postuler pour entrer à l'ENSAD, qui est plus ou moins, on va dire, l'équivalent français du Royal College of Art, ou pas? Alors, j'ai tenté la poudrière. Antoine Bieber, ici présent, est témoin parce qu'il m'a accueilli chez lui, en fait, pendant les concours. Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après mon master en 5 ans en commerce, j'ai eu une espèce de saturation des études et je me suis dit, bon, c'est pas possible, je repars pas pour 5 ans de quelque chose d'autre. Et j'ai envie de passer par une formation. Et j'avais fait en fait une prépa art à Montparnasse, aux ateliers Beaux-Arts, une prépa publique, et j'avais un prof, Luc de Banville, qui m'avait, où j'avais fait un film là-bas, qu'il avait lui cité comme film d'auteur, et il m'a dit, tu devrais vraiment reprendre un master ou des études et développer ce que tu as en toi. Et donc il m'a motivée, mais pas assez pour que je fasse 5 ans. Du coup, je me suis dit, bon, je vais chercher un peu les formations courtes, donc en 2 ans, ça serait pas mal. Et donc c'est pour ça que j'ai postulé au Royal College of Art et à la Poudrière, parce que c'est 2 ans. Donc pour continuer, tu n'avais pas forcément de vision de ce que faisait le Royal College of Art, ou quand même un petit peu t'avais regardé de voir les différents films qui étaient sortis de cette école? Si, j'avais regardé, et puis justement en comparant les 2 écoles, j'étais très enthousiaste moi par rapport à ce qui se faisait au Royal College of Art, et je sentais que c'était ce que j'avais envie de faire. J'étais déjà dans une forme d'expérimentation et de recherche graphique, et c'est une école vraiment où c'est un peu l'objectif, et on nous pousse vraiment à pousser le médium, à pousser la forme, le fond. Donc moi vraiment je me suis sentie comme un poisson dans l'eau là-bas, et je pense que c'était fait pour moi, mais il y avait aussi cette contrainte du temps. Et je vais pas mentir, j'avais vraiment envie d'aller à Londres aussi. Et l'anglais, on peut comprendre. Voilà. Le Grain de ta peau, 2015, premier film officiel a priori. Il y a sûrement des choses peut-être avant, mais pas. Oula, pas. Oui. Ouais, c'est le premier film que j'ai montré. Bon, c'est le film que j'ai fait quand j'étais en prépa à Montparnasse, qui était encadré par Luc. Et c'est en regardant ce film que lui, il m'a proposé de le proposer au Royal College of Art. Je pense parce qu'il y a vu une volonté d'expérimenter, une vraie voix, etc. Et moi, c'est un film que j'aime beaucoup, avec beaucoup de maladresse quand même, je pense, parce que c'était mon premier film et qu'il a été fait dans un contexte où je finissais mon école de commerce, donc j'étais en stage et je bossais sur mon film le soir entre 19h et 22h et les week-ends pendant 6 mois, donc il a été fait dans des conditions pas idéales. Je me rappelle en plus la partie animation de sable, comme c'était un atelier partagé, je devais faire un plan par soir parce que le lendemain il nettoyait le plexiglas et c'était quelqu'un d'autre qui repassait, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de cuts. Donc il y avait plein de contraintes, mais c'est un film pour moi qui a un peu lancé beaucoup de thèmes où je me suis exprimée de façon très libre, et qui a permis en fait que j'aille après au Royal College of Art parce qu'ils ont beaucoup aimé le film. Je sais pas si quelqu'un vous dites, évidemment, il y a déjà toutes les thématiques. Enfin, ouais. Pas toutes, mais énormément de thématiques qu'on a. Le travail sur le corps, le travail sur le sentiment amoureux, sur le passé, etc. C'est assez incroyable, je trouve, de regarder ce film-là, et malgré les maladresses dont tu parles, de se dire waouh, tout est déjà là. Comment il s'est écrit ce film? Parce qu'on a l'impression d'une grande liberté aussi dans l'écriture. Comment ça s'est fait? Et en fait c'est ça, je me rappelle, bon, c'était mon premier film, j'avais aucune idée de comment le faire, j'avais juste cette idée que j'étais dans cette prépa, j'avais l'opportunité, un peu de temps, etc., et je voulais faire un court-métrage.
Et j'avais commencé, je me rappelle très bien, j'avais téléchargé, je pense, un PDF, comment écrire un film. Et j'avais commencé à lire ça et mon prof de l'époque m'avait dit, bon, ferme ça tout de suite. Et j'ai fermé ce livre et en fait, j'ai écrit, c'est un film qui est sorti d'une traite. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses très inconscientes qui sont sorties d'un coup. J'avais un carnet et puis j'ai écrit, fait plein de dessins. Et puis après, je me suis dit, bon, je pense que je vois à peu près le film. Et voilà. On parlait de poésie tout à l'heure. Il y a un peu de ça, et on en reparlera pour ton dernier film, évidemment. Il y a un peu de ça dans la manière dont tu crées aussi. C'est des sensations que toi, tu as, que tu essayes de passer à travers des images, des mots. Ouais, moi je suis très sensible à la poésie, contrairement à certains, parce que je peux comprendre. Non, mais c'est aussi ce qui m'intéresse dans l'animation, ce que je disais au tout début, c'est qu'on peut vraiment y infuser beaucoup de choses et moi j'ai un côté littéraire que j'aime bien, donc d'avoir comme ça une voix off écrite, etc. Parfois il faut que je me canalise parce que ça peut être too much, mais j'aime bien ce côté-là très écrit et souvent en fait dans mon processus de création, les deux vont ensemble. J'ai des carnets remplis avec des écritures automatiques, des poèmes, etc. Et puis d'autres carnets avec des images. Et donc c'est pour ça, je pense qu'il y a cette dualité un peu dans mon travail. On va avancer un tout petit peu, parce qu'on reviendra sur tous ces points-là quand on parlera plus, évidemment, du dernier film. En 2017, quand on est loin, quand on est à Londres, c'est là où on retrouve ses racines et on se dit juste, il faut que je fasse un film sur le Maroc et sur ce que j'ai vécu à un moment donné, ou c'est toujours, parce qu'il y a quand même une chose d'important dans I Am, que tu prononceras encore une fois mieux que moi, mais important, c'est aussi évidemment ces 3 générations de femmes. Et c'est quelque chose qui est important aussi dans ton cinéma, le rôle de la femme. Donc ouais, c'est les deux à la fois, c'est retrouver un peu ces racines qui sont loin, et puis aussi parler de ces femmes. Oui, je pense que c'est un peu des deux. C'est bizarre parce que en allant en France, je pense que j'ai eu moins de nostalgie pour le Maroc que quand j'étais à Londres, mais je pense que c'est aussi lié à la langue. C'est que, en tout cas à Casablanca, je parlais vachement français aussi, même avec ma famille, etc. Ou peut-être que la connexion était plus proche. Et d'aller à Londres, il y a eu vraiment une bonne nostalgie à cette période-là. Donc je pense que ça, c'est un premier point. Et puis aussi, j'avais cette idée depuis très très longtemps, depuis toujours cette première époque de quand j'étais au lycée à Casablanca et que je pensais à faire des films. Une de mes premières expériences de long métrage à l'époque que j'avais beaucoup aimé, c'était Persepolis. C'est très classique, mais en tout cas ça m'avait beaucoup parlé parce que voilà, c'est aussi une femme iranienne, donc culturellement c'est loin, mais moi en tout cas ça me parlait quand même, et je m'étais dit cette forme de documentaire animé, ça me plaît bien. Et je suis très proche de ma grand-mère, j'ai pas raconté, je pense, il y a tellement d'autres histoires qui lui sont arrivées et que j'aurais pu développer et qui pourraient complètement rentrer dans un long métrage. Mais je m'étais toujours dit, je pense que je pourrais faire un film sur une partie de sa vie ou sur des choses qu'elle m'a racontées qui sont hyper inspirantes et qui en même temps donnent une image de la femme marocaine que moi j'ai envie de donner. Parce qu'il y a ça aussi, c'est que moi en tant que femme marocaine à l'étranger, parfois il y a beaucoup de clichés, on nous met dans des packages avec l'Arabie Saoudite et compagnie, hein. Enfin voilà, et du coup c'était aussi l'histoire de dire voilà l'histoire de ma grand-mère, voilà ce qu'elle a inculqué à ma mère et voilà ce que ma mère m'a inculqué, et de le faire dans ce petit court-métrage. Ce qui est très touchant dans ce film, c'est que ça montre une partie de la famille. Il y a encore une fois aucun passage d'homme. On a ces 3 femmes très importantes. Et on a aussi une manière sociologique de voir les choses, c'est-à-dire cette grand-mère qui a beaucoup d'enfants. Et puis donc ta mère, enfin là, la personne qui parle avec ta mère et qui dit j'en ai déjà 3, c'est ça, hein, je crois qu'elle est dans le film. Ouais. 2 dans le film, c'est déjà beaucoup. Ouais. Par rapport à ça, et c'est très touchant, cette chose-là aussi, ce passage entre eux et cette tendresse. C'est assez étonnant, en fait, en peu de temps, de réussir. Et je pense que c'est aussi pas mal grâce aux voix et grâce au dialogue que tu as réussi sûrement à parfaire encore un peu plus
qu'avec le premier film. Ce film, c'était vraiment aussi un gros coup de chance parce que je pense que Beyoud te l'avait dit au Maroc, mais la voix de la grand-mère, c'est une actrice très célèbre au Maroc qui est décédée il y a 2 ans, je pense. Et c'est son dernier travail sur ce court-métrage et qu'elle a fait. C'était une fleur en fait. Elle a rien réclamé. Elle a pas été payée sur ce travail du tout. Elle était touchée par le film, c'est ça. Enfin, il y avait quelque chose dans l'histoire qui elle avait envie de le faire. Ouais. C'est pour ça que c'est marrant parce que c'est vraiment un truc de génération, même au-delà du film, parce que moi j'avais contacté sa petite fille. Que je connaissais de vue, je l'avais déjà croisée quelque part, et je lui avais envoyé un message comme ça sur Facebook en lui disant je sais pas si tu te rappelles de moi, j'ai ce projet de film et je vois vraiment la voix de ta grand-mère pour ce film, et elle a été très touchée par le film. Elle en a parlé à sa grand-mère qui aime tellement sa petite fille qu'elle a accepté de faire la voix sur mon film, donc c'était très très joli. Et après, du coup, on est allé enregistrer les voix donc, à Casablanca en studio. Ma mère a fait la voix de la mère. Et j'avais une amie qui a fait ma voix parce que je voulais quand même avoir du recul sur l'enregistrement. Et c'était très beau parce que les 3 ensemble, elles ont versé le thé et tout pendant l'enregistrement. Et elles se sont super bien entendues. Alors ma mère et cette actrice, elles sont devenues très copines, elles sont sorties après, c'était incroyable. C'est des beaux moments. Oui, et ça a donné, je pense, cette émotion, en tout cas dans le film, cette entente qui est passée au moment de l'enregistrement. Je vous conseille vraiment de voir tous les films, et c'est vrai que celui-ci est un film moi, que j'aime beaucoup aussi, que je trouve est réussi, et qui justement évite le cliché, évite tous les clichés, évite ce côté même uniquement nostalgique. Je trouve que c'est pas un film nostalgique, ce qui est toujours, j'aime toujours l'idée de nostalgie. Là, j'ai l'impression qu'on vit avec ces 3 femmes et qu'il y a il y a pas d'arrêt, il y a pas cet ému avant, c'est juste des choses qui avancent. C'est un film sur la tendresse aussi. Enfin, pour moi, c'était un peu ça, cette relation intergénérationnelle qui est très tendre, et d'échanger, de communiquer beaucoup, mais avec des petites anecdotes qui... Enfin, en tout cas, voilà, je peut-être pas spoiler le film parce que c'est que 3 minutes. Donc je m'arrête. Oui, puis regardez-le, c'est vraiment. Et 2018... The Porous Body, le cœur poreux en français, l'Angleterre passe par là. Et là, tu t'attaques à quelque chose, même s'il y a déjà un petit peu de ça dans le grain de ta peau, au corps, à montrer le corps, ce qui est pas évident. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui est complexe toujours dans la société. Alors, la marocaine, on va pas justement mélanger tous les pays, mais la société marocaine, en tout cas, moi qui ai vu des films marocains, j'en vois pas souvent qui traitent de ce sujet-là, même de femmes. Donc ça, c'est quelque chose que tu avais quand même déjà en toi, évidemment. Tu avais déjà dans d'autres films. Ce côté plus frontal avec le corps, c'est, je sais pas, c'est le Royal College of Art, c'est T'oses plus, c'est toi qui tout simplement te dis oui, j'ai envie de tenter ça. Enfin, comment ça se passe? Ce film, c'était des images mentales, je pense. Enfin, ça dépend des projets, des films, hein, comment ils naissent en nous. Mais en tout cas, pour moi, ce film, c'était ça. Je savais que je devais faire un film sur la peau, mais sur quelque chose de liquide. Voilà, c'est très bizarre, mais c'est comme ça que ça m'est venu. Et donc, j'ai poussé un peu les recherches sur ces 2 matières pour essayer de trouver un lien. Et en fait, le lien qui m'est venu, c'était la surface. Et donc la peau comme surface de l'être, et la surface de l'eau comme aussi qu'on pénètre, et puis qu'en dessous il y a plein de choses inconscientes qu'on découvre. Et donc c'était l'idée de ce film, c'était de faire ce parallèle au niveau de la surface de la peau, la surface de l'eau, et puis comment on fait cette introspection de soi-même. Je savais. Tu viens de dire cette saison, je savais qu'il fallait que je fasse un film. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui te viennent comme ça, et t'as une illumination en plein milieu de la journée ou de la nuit. Faut que je fasse un film sur ce sujet-là. Comment ça se passe? C'est très difficile à expliquer. Je saurais pas dire, mais vraiment c'était une sensation. Bon, après, je savais que je devais faire un film parce que aussi j'étais dans un contexte d'études, et on a un film de fin d'études, et puis chacun a une idée, et puis mais moi je voyais quelque chose autour d'un corps féminin et de l'eau. Voilà, c'était des images en tout cas un peu mentales, et puis j'ai fait pas mal de recherches.
Je suis beaucoup allée me baigner à Londres, à Hampstead Heath, qui est un lac où se baignent que des femmes, qui date de l'époque victorienne, donc interdit aux hommes. C'était très interviewer des personnes là-bas, donc c'est pas mal de recherches. Si je me permets de te dire que le Corporé est un film bancal, mais c'est en ça aussi où il est intéressant, c'est qu'on a l'impression que là où beaucoup de gens font leur film d'école comme pas des petites merveilles, mais veulent absolument que tout soit bien carré, fini. J'ai l'impression que là, tu te permets plein de choses et qui d'ailleurs, je pense, peut-être ressortent aujourd'hui dans ton travail, entre guillemets, plus professionnel, d'expérimentation et de liberté par rapport au médium. Oui, je vois ce que tu veux dire. En fait, c'est que moi, c'était mon film de fin d'études et je voulais essayer plein de choses encore. Et donc c'est pour ça qu'il y a tout ce mélange de techniques et ce peu de temps pour essayer de voir comment ça peut fonctionner. Donc ouais, il y a peut-être, en tout cas il y a des essais quoi dans ce film. Il y a des essais d'un nouveau langage, de créer aussi cette atmosphère, ces sensations qu'on retrouve aussi dans L'ombre des papillons, je pense. Marie-Pauline. Oui, j'allais demander, est-ce qu'il y a aussi une espèce de fascination pour l'élément liquide à représenter, parce que finalement dans le film il est abondamment représenté avec différentes techniques et c'est très beau, ça va part complètement dans l'abstraction, et il y a l'idée vraiment de cet élément liquide qui est à la fois comme la surface mais qui est aussi le miroir en fait. Ouais, tout à fait. J'y ai repensé récemment parce que c'est la deuxième année que je fais ça là maintenant. Je fais des tutorats à l'MK et puis il y a une étudiante qui est venue avec un projet sur Narcisse et qui expliquait le mythe de Narcisse, qu'il a été un peu dévoyé de son sens, mais qu'à la base c'est un mythe sur l'introspection. Il y a cette idée dans le film, c'est que le personnage au début regarde son reflet et se cherche et essaye de se découvrir et touche la peau, touche l'eau et puis plonge au fond. Et donc c'est de partir de quelque chose peut-être de solide au départ, qui est un reflet, et d'aller vers quelque chose de très liquide, très fluide, qui sont donc les mots, la voix, l'eau, etc. Sur celui-là, justement, je me demandais, tu disais que tu avais eu les images d'abord, mais comment ça s'est fait par rapport au texte ? Parce qu'on a presque l'impression en fait que le texte a présidé en fait à la création du film. Est-ce qu'on a vraiment l'impression que c'est lui qui guide tout ? Encore une fois, comme j'expliquais, c'était ce process de faire les deux en même temps. C'est que je pense que j'ai eu cette envie de travailler sur cette matière très aqueuse et de la confronter en tout cas à la peau. Et donc ce qui a été fait, c'est que j'ai fait plein de tests visuels, et en parallèle j'ai toujours ce carnet où j'ai beaucoup d'écriture automatique. Et après l'idée c'était de découper dedans et de voir ce qui pouvait fonctionner dans la narration du film. Et c'est d'autant plus très important dans ce film parce que la narration aide vraiment, je pense, à avoir en même temps, elle explique pas trop de choses, mais elle est quand même un tout petit guide. Et donc, c'était quand même un peu nécessaire pour moi. Et d'ailleurs, de pas trop la sous-titrer. Oui, il y a plein de moments que tu laisses. Voilà. Non sous-titré, et il n'y a pas forcément pour ça. On va reparler de tout ça, et bien évidemment, et notamment avec L'ombre des papillons. Mais on va laisser Antoine pour cette nouvelle pause musicale. Oui, c'est de toi. Oui. Et qui nous a proposé 2, et je suis désolé, j'étais obligé, on me laisse faire ça, c'est-à-dire qu'on m'envoie des fois deux musiques en disant tu choisis, et donc j'ai choisi la plus courte mais aussi un peu plus dynamique que Jessica Moss, qui était superbe, mais voilà. Okay. Et ben on va écouter un morceau d'un groupe qui s'appelle Eisensterde Neubauten. J'espère que je n'écorche rien. Mon allemand est loin. C'est un groupe qui a plus de 20 ans de carrière maintenant, mais que moi j'ai découvert tout récemment, enfin que j'avais découvert dans un film de Martha Payek. À l'époque avec un morceau qui s'appelle The Garden, et donc ils ont sorti il y a quelques mois un nouvel album, et c'est un groupe qui est assez incroyable dans sa manière d'aborder la musique. Enfin, j'en ai rarement croisé comme ça en concert, ou qui est très bruitiste, qui amène vraiment un tas de bazar sur scène, des tubes, des soufflettes,
un bazar métallique infernal, et ils passent leur temps à taper sur ces trucs-là, et miraculeusement, ça fait quelque chose de très harmonique, mais avec une présence métallique et industrielle qui est là, qu'on entend. Et voilà, depuis cette rencontre en concert à Lille, je ne cesse de les écouter. Et là, c'est un morceau qui s'appelle Wedding, qui est donc un quartier de Berlin, et qui parle d'un lieu en répétant inlassablement le nom de ce quartier. Et voilà, je vais écouter Wedding. Alors, plus de rêve, toujours, pardon. C'est juste, des fois, je me dis, est-ce que je dis ce qu'on a dit hors micro? En plus, vous croyez qu'on ait des choses incroyables, alors pas forcément, mais quand on dit ça, c'est voilà. Donc, très, très grand groupe allemand notamment, que vous pouvez entendre à la fin de 3 de Martha Payek, The Garden, sublime chanson et sublime clip aussi, où il est seul, le chanteur est seul sous un fond blanc comme ça, et la caméra avance doucement par rapport à lui. Et ça y est, on commence à pouvoir se souvenir de certaines choses dans le studio. On revient sur le cinéma de Sofia. On n'avait quasiment pas tout fait parce qu'il y a plein d'autres choses à dire ces 3 films. En tout cas, on avait parti de cette première partie de carrière. Et donc, on arrive enfin. Et est-ce que quelqu'un veut commencer à prendre la parole sur l'ombre des papillons? Est-ce que quelqu'un va hors Sofia? Parce que moi, je suis incapable. Est-ce que quelqu'un aimerait, je sais pas, le résumer ou dire un petit peu, parler un petit peu du film qu'on verra? Donc, on verra... Donc, dimanche. Demain au musée du Quai Branly. Donc demain, donc vous avez plein de possibilités de le voir. L'expo, on va en reparler, mais donc demain vous pouvez le voir. Vous pouvez le voir à la Cinémathèque 19 décembre et on peut l'annoncer. De toute façon, ça sera annoncé. Vous le verrez au Piaf aussi en janvier. Donc vous avez, pour les Parisiens en tout cas, déjà 3 possibilités de le voir. Marie-Pauline. Bah écoute, c'est très délicat, surtout d'en parler devant Sofia, mais bon, moi c'est un film qui m'a bouleversée. Il faut bien le dire. Voilà, c'est un film que j'ai trouvé magnifique déjà visuellement dans le travail qui est fait sur les textures, sur les couleurs. Voilà, il y a une chanson dedans qui est magnifique dont tu vas nous parler aussi, qui est vraiment qui met la chair de poule. Et puis on est dans un registre encore hyper intimiste, hyper personnel. J'ai vu que tu évoquais la saudade, voilà, et puis quand tu te replonges un peu dans tes souvenirs heureux, parce qu'après c'est un peu tout ce qui reste des fois de certaines choses. Voilà, bon, je veux pas trop en dire parce que je veux pas montrer non plus ce que je projette moi dans le film, n'est-ce pas? C'est toujours un peu le problème quand on parle des films. Mais voilà, enfin je sais pas, il y a aussi le côté, la sensualité, vraiment on retrouve le corps, la sensualité, avec ce que je parlais aussi sur les textures. Et puis moi j'avais envie de revenir sur un truc que tu avais dit, Alexis, tout à l'heure, c'est que tu disais, voilà, en parlant de Hayam, c'est un film qui parle des femmes, mais c'est un film réalisé par une femme, et je trouve que c'est quelque chose qui se sent mais dans tout ton cinéma, et c'est pas une histoire de quota, c'est juste une histoire de là où on parle et de ce qu'on transmet dans le film. Et moi, c'est des choses que je retrouve pas assez souvent au cinéma, et donc là, forcément, ça me parle. Il y a une espèce de connexion comme ça qui se fait, sur laquelle j'ai parfois un peu du mal à mettre des mots. Alors, je sais pas s'il y a vraiment une question, mais c'est intéressant. Mais c'est intéressant ce que vient de dire Marie-Pauline. Alors, ça m'a beaucoup touché. C'est intéressant ce qu'elle vient de dire. D'ailleurs, on pourra revenir parce que Antoine est là, et le peu de cas d'ailleurs que font les garçons justement de leur corps, et de parler de leur corps, et le film d'Antoine justement de La Poudrière parlait de ça. On pourrait parler de ça à un moment donné parce que je pense que c'est évidemment fondamental. J'ai lu une critique, et je trouve ça intéressant, qui dit donc sur ton film, alors je sais pas qui l'a écrit, c'était marqué, c'était dans un journal marocain: un univers où l'émotion devient palpable et où la beauté est rehaussée par une pointe de tristesse, un royaume où la femme est reine et où le rêve danse avec le monde, un tango sensuel qui s'invente et explore le présent. J'ai l'impression, est-ce que les gens te parlent beaucoup de ça, ton cinéma? On a l'impression qu'on a du mal à t'en parler de manière très, avec des mots très pratiques, on va dire, et on parle de suite dans, la sensualité, on parle de suite dans des choses qui sont finalement très personnelles si on parle. Pour ce petit paragraphe, juste, c'est toujours mon ancien professeur et ami Luc qui l'a écrit. D'accord. Et qui a été repris. Oui, moi-même, parfois, j'ai du mal à mettre des mots. Bon, après, on est obligé, hein, on nous interviewe, on doit présenter des films, etc. Je suis beaucoup plus à l'aise, en tout cas, à exprimer ce que j'exprime dans des films.
Parce que justement, en tout cas sur celui-ci, comme le corporeux peut-être que Hayam il est quand même plus palpable, je pense. Je vais chercher des sensations ou des émotions plus profondes, plus inconscientes. Chercher des choses en tout cas beaucoup plus mystérieuses et impalpables, et c'est ça qui m'intéresse en tout cas de mettre en image et en son. Déjà parce que ça m'intéresse en tout cas de mettre en image et au cinéma ces émotions très internes, et en plus parce que c'est aussi, je trouve, un challenge. Enfin, c'est pas, comment dire, enfin, je fais souvent ce parallèle avec la musique, où c'est un art qui est très abstrait et qui est difficile. Enfin, on n'a pas besoin de mettre de mots, mais on ressent des choses. Et au cinéma, souvent, on doit faire comme ça un synopsis, un storyboard ou un petit résumé, etc., un pitch. Mais parfois aussi, je pense que c'est aussi une forme d'art où on peut avoir des choses plus abstraites qui nous évoquent des émotions, mais sans qu'on arrive à mettre des mots sur tout. C'est génial que tu parles de la musique, pardon Antoine. Parce qu'en fait, c'est exactement la sensation que j'ai, c'est que voilà, c'est quelque chose sur lequel moi j'arrive pas à mettre des mots, mais qui me parle directement. En fait, c'est comme si ton film il parlait de sensations qui sont celles que tu y mets à mes sensations à moi, et que ça se combine. Et en fait, c'est sans doute pour ça que c'est super difficile de verbaliser dessus. Mais il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a la chimie du cerveau qui se fait, mais qu'on a du mal peut-être à mettre des mots dessus. Et voilà, enfin c'est assez difficile parce que c'est un film qui est comme une espèce d'expérience qu'on traverse, et du coup c'est très beau de voir dans l'exposition en fait de la revivre, mais sous une autre forme, puisqu'il y a notamment le moment où il y a l'installation avec des images du film, avec un petit extrait de la bande sonore, etc. Et voilà, c'est comme si un peu on avait de nouveau accès au film, mais sous différentes facettes, et peut-être on pouvait mieux appréhender toutes ces sensations-là. Alors pareil, mais c'est bien, Marie-Pauline dit aujourd'hui c'est plutôt dans le... Alors moi je suis critique, donc je commente, voilà. On va parler Antoine, et on parle après de justement aussi d'exposition, prendre un petit moment sur l'exposition. Antoine. Mais pour revenir sur enfin pareil, moi ça m'étonne pas que tu parles de musique, parce qu'il y a et en plus, il y a la figure du papillon dans le film, mais il y a, je sais pas à quel point c'est conscient, mais il y a tout un travail sur l'évanescence et sur voilà ce côté impalpable. Il y a des figures qui sont liées à ça dans le film, et il y a, enfin je sais pas encore une fois à quel point c'est conscient, mais il y a comme un discours qui se construit autour de ça aussi. Je sais pas à quel point toi c'est quelque chose que t'as formulé avant de faire le film, ou qui est venu en travaillant. Je pense qu'en tout cas la façon dont ce film s'est construit, c'est que toujours pareil, c'est beaucoup d'images, un peu le même processus que le corporeux, pas mal d'images très inconscientes, très subliminales que j'ai dessinées et qui sont un peu sorties en même temps que de l'écriture automatique, mais qui sont très conscientisées quand même, que j'ai quand même pas mal analysées après coup, pour justement essayer de maîtriser et de contrôler ce côté subliminal. C'est-à-dire, enfin, j'expliquais à un ami l'autre jour, mais après, bon, c'est parce que c'est aussi de l'animation et on crée vraiment toutes les images. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont contrôlées dans les compositions d'images, dans les le fait que les vides et les pleins s'alternent, les couleurs qui sont choisies. Le grain est justement quelque chose qui est important, d'avoir ce côté toujours tactile, mais qui un peu disparaît, que les formes en fait se désintègrent un peu et qu'elles réapparaissent, pour avoir ce côté. C'est un film en fait vraiment, c'est un film sur la nostalgie, mais sur la sensualité aussi. Donc c'est sur quelque chose de la mémoire qu'on essaye de saisir et qu'on n'arrive jamais tout à fait à saisir en fait. Il y a quelque chose qui échappe aussi enfin là c'est ce qui est étonnant aussi avec l'exposition et le fait de pouvoir voir les dessins et de prendre le temps sur une image fixe. Mais dans le film, il y a cette espèce d'impression que justement dans ce travail de texture, que voilà, on n'aura jamais la sensation complète
de se poser devant une image où on a le temps justement d'explorer cette texture. Il y a quelque chose de presque frustrant là-dedans, et c'est étonnant le travail avec l'exposition justement parce que ça offre un autre regard complet sur cette dimension-là. Ouais, j'ai des personnes qui ont travaillé sur mon film aussi, qui ont regardé l'expo et qui m'ont fait ce retour, me dire qu'il y avait une lecture totalement différente. D'avoir déjà les images dans un autre sens, pas forcément dans la chronologie du film, et de les avoir posées. Par exemple, je pense qu'il y a une des images où c'est un corps dans un arbre, mais à l'animation, ça passe en 1 seconde. Et quand on l'animait, quand on le dessinait, et il y a beaucoup d'autres éléments très subliminaux comme ça dans le film, c'était toujours à quel point c'est subliminal ou pas, parce que l'idée c'est de faire passer des choses, mais que on sache pas trop ce qu'on a vu, ce qu'on n'est pas vu, et d'avoir cette sensation un peu de rêve éveillé. Et c'est pour ça ce que tu disais, Marie-Pauline, en tout cas moi c'est ce que je souhaitais un peu dans ce film, c'est d'avoir quelque chose avec des métaphores, avec quand même une espèce de narration, mais suffisamment ouverte, comme si on avait fait un rêve un peu sonore, et qu'en se réveillant, on ait des sensations et nos propres souvenirs qui se posent dessus, mais sans trop savoir, sans être tout à fait sûr de ce que c'était. Je sais pas, je suis en train de divaguer un peu, mais parce qu'il fait un peu chaud dans cette salle. Et vous posez des questions intéressantes. Il y a Marie-Pauline et Antoine qui sont approchés du micro, donc on sent qu'il y a un duel entre les deux. Marie-Pauline, vas-y. Alors moi, c'est une question justement hyper factuelle. J'aurais bien aimé que tu nous parles un petit peu justement de cette musique, de cette chanson qu'on entend dans le film. Oui, alors ça a été vraiment créé, c'est un très gros travail de Wided Brokos, donc qui est la musicienne et compositrice de ce titre, où on a vraiment travaillé vraiment sur le long terme. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'allers-retours pendant toute la durée du film, où moi je suis arrivée, je l'ai rencontrée en fait parce que quelqu'un me l'a recommandé, parce qu'elle vient d'un groupe où ils sont 2, qui s'appelle Nerdistan, qui est un groupe d'électro marocain. Ils sont basés à Montpellier. Et ils reprennent des poèmes en arabe classique qui réinterprètent, et c'est super beau, et il y a une forte énergie. Et puis moi je suis arrivée avec ma sensibilité qui est avec une énergie très différente de ce qu'ils mettent sur scène, parce qu'ils ont beaucoup de rage, c'est très politisé aussi. Et je suis arrivée avec ce travail poétique mais un peu différent, en lui expliquant les sensations, en lui montrant quelques bouts de poèmes, parce que moi j'écris quand même beaucoup plus facilement en français, et en lui disant que j'aimerais quand même que ce film soit une poésie en darija. Donc qui est le dialecte marocain, et que vu ses talents d'écriture, etc., je pense qu'on pouvait faire un truc, et quelque chose de musical aussi qui soit assez important, parce que c'est quand même un film qui parle beaucoup de nostalgie, et qui est quelque chose que je voulais qui soit envoûtant aussi. Donc il y a ce côté reprendre les codes de la berceuse, mais de façon un peu plus inquiétante, et d'avoir ce rythme un peu circulaire comme ça qui revient le long du film, et de nous plonger dans ces émotions abstraites dont je parlais, donc qui sont un peu des émotions de nostalgie, de passé, qui sont et qui viennent compléter mon image. Donc toute mon animation en fait qui est un peu éphémère, tactile, qui se désintègre, et donc d'avoir les deux comme ça qui se répondent. Et donc ça a été un travail comme ça où d'aller-retour d'écriture et puis de composition musicale pour qu'on arrive à ce titre. Alors, il y a une phrase qui est importante, qui est le début du corporeux, qui dit... alors, je l'ai écrit, mais évidemment, maintenant, j'arrive pas à la relire, mais... on regarde avec une passion... Merci, c'était regarde avec une passion esthétique, vas-y, dis-la. Que les paysages qu'on a déjà vus en rêve. Qu'on a vu auparavant en premier en rêve. On va en reparler parce que le rêve était important, mais pour l'instant... Alors, rendons à César ce qui est à César quand même, parce que cette phrase est une citation de Gaston Bachelard dans L'eau et les rêves. Voilà.
On n'a pas n'importe qui en studio, on le savait. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que chez vous, je vois pas Nicolas, mais il est bien là, on va pousser les chaises, on va commencer. Et donc, on vient d'en parler, on va écouter la force et la rage et l'énergie de Nerdistan. Donc, on écoute un morceau qui est en live mezzo et je vous conseille d'écouter tout ce qu'ils font. Donc, on écoute un morceau qui s'appelle Mali 7A, quelque chose comme ça, Line. Ils ont toujours des titres pas possibles, Nerdistan, qui s'écrit avec un 3 d'ailleurs à la place du E. Donc, on écoute Nerdistan. Alors, pour Sophia, donc, Radio Liberté à 89.4 ou en streaming, sans aucun problème, on passe maintenant. Donc, si les gens veulent écouter en direct, et bien évidemment, on sera et en podcast. Et puis, ça fait longtemps, le but, le rêve, là, faut qu'on se reprenne, mais il y a d'autres choses. Mais on va remettre toutes les anciennes émissions un petit peu. Mais en tout cas, voilà, évidemment, sur le podcast de Radio Liberté, qui marchait plus il y a pas longtemps, mais qui, je crois, remarche de nouveau. Donc, croise les doigts, ça devrait être bon pour aujourd'hui. Donc, on est en train de parler, c'est très bien. Nerdistan, qui est moi un groupe, j'avoue, que j'ai connu grâce à toi, justement à Meknes, tu m'en as parlé, que tu travaillais. Et cette chanson est particulière, tu nous en parlais un tout petit peu. C'est donc tiré d'un poème syrien, c'est ça ? Oui, c'est tiré d'un poème d'un poète syrien qui est très connu, qui s'appelle Nizar Qbani, et qui est un poème. Il a écrit beaucoup de poèmes d'amour très sensuels, très controversés, un peu censurés. Mais celui-ci, c'est un poème très politique qu'il a écrit, il me semble, après la guerre des 6 jours, et qui parle de cette descente du monde arabe après tout ce faste qu'ils ont connu au début du XXe siècle, etc. Et donc le fait que c'est en train de descendre, que voilà, il y a tout des dictatures, etc. Donc c'est assez politique. Toutes ces paroles très politiques. Antoine regardait et disait qu'il voulait parler. En effet, il y a un nom que tu cites dans les remerciements. On ne peut pas s'empêcher de ne pas je pense que y penser, voilà, quand on regarde ton cinéma, c'est Boris Labbé. Donc pourquoi dans ces remerciements? Et c'est vrai qu'on le voit, et c'est rigolo parce qu'on y pense, et quand on le voit dans les remerciements, il y a une espèce d'évidence de dire, pas bien évidemment. Alors, un Boris Labbé plus sensuel, en tout cas qui réverse un autre style, hein. On a souvent parlé du travail de Boris Labbé ici. C'est quoi ce rapport avec le travail et peut-être avec Boris Labbé lui-même Eh ben, je l'ai remercié parce que j'ai fait une résidence à la Cinémathèque de Montréal où il était aussi résident et on a été colocataires. Voilà, très très sympathique, Boris. Mais il y a un lien quand même. Alors c'est qu'il a, il m'a donné des conseils. Il a relu mon dossier à l'époque. C'est quelqu'un de très généreux, moi que j'ai trouvé. Parce que voilà, moi je venais de sortir d'études, etc. Et c'était super intéressant pour moi, en tout cas, de me retrouver en résidence avec lui, parce que c'était un peu le profil que je voulais. Je m'imaginais bien faire des courts-métrages et avoir sa vie d'artiste et pas du tout travailler en tant que technicienne sur d'autres choses. Donc je lui ai posé plein de questions pour savoir comment il était arrivé là. Et c'était aussi intéressant d'échanger sur ce projet de film. Parce qu'il avait une idée un peu similaire je pense que je sais pas si j'ai le droit d'en parler d'ailleurs de ces idées de Boris Labbé qu'il a jamais réalisé en tant que film. Mais en tout cas, il avait une idée sur... il voulait faire une installation sur le papillon et la mémoire. Et il m'a dit, c'est drôle, parce que quand j'ai lu ton dossier, j'allais faire un truc sur cette métaphore-là, mais sous forme d'une installation, pas sous forme d'un film. Et donc on a beaucoup échangé là-dessus et il m'a dit je pense que tu finiras ton film avant que j'ai commencé mon idée. On va parler avant de parler, parce que c'est intéressant ce que tu dis aussi par rapport à l'expo, et on voulait en parler parce qu'on voulait aussi vous annoncer 2 autres expos et vous parler très rapidement de 2 autres expos qui sont en ce moment et à Paris malheureusement, on espère. J'ai regardé un petit peu, il y avait pour l'instant rien en région, mais en tout cas à Paris. Celle de Nicky and Rosenbar va partir en région normalement, en Bretagne il me semble, du côté de Rennes. Bon merci beaucoup alors pour cette information. Moi je voulais revenir sur quelque chose avant de venir là-dessus, sur la physicalité de cette œuvre qu'est L'ombre des papillons notamment, et qui moi m'a marqué alors avant même l'exposition, quand je l'ai vu récemment dans un festival sur un grand écran, et de voir apparaître des traces de doigts mais réellement qui apparaissent sur le papier, et de voir que ça parle du corps notamment, ça parle d'autre chose mais ça parle du corps, et que tu mets ton corps ou le corps des animatrices en tout cas qui travaillent aussi à l'intérieur du film à travers ça. Comment ça s'est joué, comment c'était une envie dès le départ que tu voulais?
Tu veux dire de matérialiser le corps à l'écran ? Oui, et de voir le corps des gens qui travaillent sur le film aussi, qui apparaissent comme ce qu'on pouvait voir à une époque dans la pâte à modeler, où on voyait les traces de doigts, des choses comme ça, où là on voit, ça m'a marqué, on a une image où on voit au moins 3 ou 4 traces de doigts comme ça qui arrivent. C'est très impressionnant. Je voulais avoir quelque chose de très palpable et l'idée dans le film, c'était que progressivement, on arrive de plus en plus à quelque chose qu'on suive un peu ce désir de ce personnage, de vouloir se saisir de toutes ces images impalpables, de ce papillon un peu éphémère, évanescent, etc. Et d'avoir un peu cette frustration de plus en plus. Et donc, pour moi, en fait, le meilleur moyen d'avoir quelque chose de très palpable, c'était de matérialiser vraiment le corps au final. Donc, il y a des images du film où... j'avais expliqué à Marie-Pauline pendant l'exposition, c'est des images, c'est des photographies en fait de bouts de corps qui sont repeintes par-dessus. Il y a un travail d'empreinte directement, aussi parce que je trouve ça intéressant en fait en tant que spectateur d'être de l'autre côté de l'écran et puis d'avoir ce côté empreinte, un peu comme si nous aussi on voulait toucher l'écran et qu'il y avait les empreintes. Et il y a des empreintes de bouche aussi. Donc, en fait, cette idée de la trace, c'est très important. Enfin, c'est un film sur le toucher quand même aussi beaucoup. Et sur finalement ce qu'on garde dans sa mémoire, et qu'en effet, ce qu'on garde, c'est pas forcément que des images. On garde des sons, des odeurs, des choses comme ça. Et il y a ça aussi dans ton film, cette idée de qu'est-ce qu'on garde, ce que disait Marie-Pauline, qu'est-ce qu'on garde finalement. Alors, chose heureuse, mais qu'est-ce qu'on garde d'une histoire, quelle que soit l'histoire qui se termine. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce qu'on garde au final ? Et après, chacun sa réponse. Mais pour moi, dans le film, ce qu'on garde, c'est au final, c'est la mémoire, c'est le souvenir. Alors, qu'il soit flou, pas flou, mais il reste. C'est ce qui est éternel au final. En fait, tout le reste est éphémère, mais l'image qu'on a eue à un certain moment, elle est éternelle. Antoine, tu voulais... Oui, moi sur les thématiques, le fait que l'ombre des papillons, ça reprenne des thématiques que tu as déjà explorées, je me posais la question de comment tu le vivais, ce truc-là, de revenir sur les mêmes thématiques et comment ça se passait de justement de faire des variations dessus. Pareil, est-ce que c'est quelque chose que tu fais consciemment ou juste ça revient parce que c'est là et en faisant un film de toute façon ce sera là, ou si tu te dis j'ai exploré un petit peu ce côté-là et puis j'aimerais explorer une autre part. Ouais, pour moi je vois ça comme un prolongement en fait. Chaque film est un prolongement d'un autre d'une certaine façon. Et l'ombre des papillons, pour moi, il est arrivé juste après le corporeux et ça a un sens parce que déjà techniquement, il y a la matière de l'aquarelle qu'on retrouve. Mais il y avait un petit peu de mélancolie qu'on commençait déjà à avoir dans le corporeux et je me suis dit, je pense que j'ai envie de faire un film purement sur cette émotion-là. Sur ce côté, enfin ce point entre le passé, le présent, le futur, et de le concentrer en fait dans un élément. Et après, évidemment, peut-être qu'il y a des choses sur le corps, sur la sensualité, sur le toucher qui sont propres à moi, qui reviennent dans tous les cas. Ce que je vous propose, le temps passe vite, on va donner la parole à Pascal qui voulait rendre un hommage avec le morceau musical qu'on va entendre juste après, et je vais sacrifier mon morceau à moi pour que Marie-Pauline ne soit pas embêtée de ne pas avoir son second morceau. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour qu'elle ne soit pas trop mécontente. Donc Pascal, on va te laisser introduire le morceau qui rend hommage à Wilko Johnson. Oui, alors c'est un morceau qui s'appelle Keep It To Myself que Wilko Johnson interprète avec Roger Daltrey. Donc Wilko Johnson à la guitare et Roger Daltrey à la voix. Et Wilko Johnson était un vrai monstre du rock. Il a disparu donc cette semaine. Il était un des membres fondateurs du groupe Dr. Feelgood, qui a été créé au milieu des années 70. Il a fait 4 albums avec eux avant de se faire éjecter du groupe. Et pour la blague, ils s'appelaient tous John. Et donc comme c'était un peu compliqué de se parler en s'appelant tous John, ils se sont trouvés des pseudos. Donc lui, ça a été Wilko Johnson. Et
J'ai choisi cette chanson parce que, qui est extrait de donc Keep It To Myself, qui est extrait de son avant-dernier album, qui aurait dû être le dernier, qui s'appelle Going Back. C'est un album de reprise de ses chansons à lui qu'il a créé avec Dr. Feelgood ou en solo. Et qu'il a enregistré avec Roger Daltrey, avec qui il avait sympathisé, une remise de prix. Membre d'un petit groupe. Qui s'appelle les Who, voilà, au passage. Là où les gens sont pas... Et cet album, c'est un album qui aurait dû être son dernier album, la dernière chose qu'il allait faire. Il a dit, il a appris en janvier 2013 qu'il avait un cancer du pancréas en phase terminale. Et il s'est dit, plutôt que de faire une chimio qui va pas me sauver, je vais faire une tournée d'adieu et je vais aller voir mes fans et je vais leur dire adieu. Donc il est venu en France, il est passé au Divan du Monde, il est tourné en Angleterre beaucoup. Et à son retour, il s'est dit, ça fait 3 ans qu'on se parle avec Roger Daltrey de se faire un album, on va le faire là maintenant, c'est le moment, parce qu'après je vais mourir. Et il a eu cette chance d'avoir une sorte de rémission, donc 10 ans après, il était toujours là. Et donc ils se sont fait plaisir en enregistrant des chansons à lui qu'il avait aimées, qu'il voulait faire ensemble. C'est vraiment un disque d'amitié, quoi. Et Wilko Johnson m'avait fasciné. J'avais découvert un documentaire qui s'appelait Oyster Confidential, réalisé par John Temple, qui est un des meilleurs réalisateurs de documentaires sur le rock, où on voyait ce gars, donc ce Wilko Johnson, qui avait un côté un peu cartoon, c'est-à-dire que tu as le cadre de l'image et il essayait d'en sortir tout le temps. Il était totalement, il y avait un côté un peu bondissant, un peu à la manière de Tigrou, donc l'ami de Winnie l'ourson. Il avait ce côté-là où il bondissait, il ne pouvait pas parler sans se jeter son corps un peu partout. Il y avait ce côté-là, c'est. Je vais devoir de Gomez quand on a pas de temps. Voilà. Je suis très content, Wilko Johnson, Tigrou. Rien que t'as pas laissé parler pour ça. Je trouve que c'est une bonne. Je suis désolé, on va juste terminer. Oui, d'accord. Je le lance. Oui, pardon. C'est vraiment vrai. Et donc, Keep It To Myself, Roger Daltrey, Wilko Johnson et... Et super, on écoute Nicolas, merci. Et voilà. Je pense que plus on avance, plus on dit des bêtises pendant la pause. Ça, c'est vraiment bien. Donc là, on parlait d'Angoulême. C'est une jolie ville, Angoulême. Donc, parlons d'exposition et parlons de... Alors, pour faire une petite pause, est-ce que tu veux nous parler rapidement de Nicky Nidros Von Bar, Nicolas, et tu vas nous parler de l'exposition Virgin Keaton. Donc Nicky Nidros Von Bar, c'est un institut suédois. Je croyais que j'avais marqué l'adresse, mais non. Mais vous trouvez ça facilement, c'est dans le 3e, je crois. Donc voilà, et c'est jusqu'au 12 février 2023, donc on aura le temps d'en reparler. C'est dans le 4e même, c'est dans le 4e. On est vraiment pas très loin de la... Place des Vosges, justement. Nicky Nidros Von Bar viendra, on en a déjà parlé, on a déjà une interview d'elle, elle revient en février, on espère. Pourquoi pas la voir ici dans cette... Pour la fin de l'expo, d'une certaine façon. Tout à fait, ici même. Donc, est-ce que ça vaut la peine d'aller voir ? En fait, ça vaut toujours la peine d'aller voir des expos. Par contre, évidemment, s'il y a des gens qui nous écoutent de très loin et qui se disent « Ah tiens, j'aimerais bien voir les marionnettes de Min Borda en vrai pour... » voilà, ça servira pas à grand-chose de déplacer uniquement pour ça. C'est-à-dire qu'il faut prévoir à la limite une journée à Paris pour aller voir plein de choses ou alors habiter dans le coin. Mais c'est quand même tout petit comme exposition. C'est-à-dire que c'est vraiment... voilà. Et puis, c'est un type d'exposition qui est quand même, on va dire, assez classique dans la manière d'exposer le cinéma d'animation, et c'est pour ça que c'est assez intéressant, je trouve, de comparer cette exposition-là, par exemple, à l'exposition sur Virgin Keaton, où en fait, dans la galerie Miou, généralement, ce qu'ils commencent à faire, c'est demander à des artistes qui ont envie de faire autre chose, on va dire que de l'animation en forme de film pour le grand écran, de pouvoir créer des œuvres, et des œuvres vraiment uniques, etc., etc. Tandis que dans cette exposition-là, on a une exposition qui est un peu l'exposition type, mais toujours intéressante, du type fétichiste, on va dire. C'est-à-dire que les objets sont des fétiches qu'on a envie de voir, auxquels on attribue presque une corporéité, évidemment, surtout dans l'animation, avec ces petits personnages qui bougent. Et en fait, c'est le plaisir de les voir en vrai. Avec quand même, à l'entrée de la salle, la possibilité de voir ces films. Donc là, au moins, ces films sont projetés. On peut les regarder. Et ensuite, on va voir, entre guillemets, les acteurs et les lieux, d'une certaine façon, des films. Ce qui est assez intéressant en soi et ce qui est vraiment très joli et très bien. Mais il y a toujours quelque chose qui est... peut-on essayer d'imaginer voir plus, et surtout peut-être dans la stop motion où en fait on est peut-être un peu coincé d'une certaine façon avec ces objets-là, même si il faudrait pouvoir essayer d'imaginer davantage. Ça reste intéressant, c'est toujours quelque chose à voir, mais évidemment c'est toujours un peu le même type d'exposition. Ce qui peut valoir la peine, c'est... Antoine, tu veux dire quelque chose, pardon ? Oui, il y a juste... moi, il y a une chose qui m'a paru intéressante, c'est de présenter quand même des influences
de cinéma et pas d'animation, justement. C'est un tout petit écran dans l'exposition, mais il y a présenté des extraits de Roy Anderson, de Tati. Et à la limite, il y a même encore autre chose, mais c'est encore minuscule et c'est ça qui est un petit peu dommage. C'est une petite table à l'entrée, on la zappe facilement si on baisse pas les yeux vers la table juste après la salle où les films sont projetés, où il y a 5 ou 6 livres qui sont d'une certaine façon des influences littéraires et on a posé les livres là comme ça un petit peu sur une table. Donc bon, c'est vrai que c'est un petit peu dommage de louper ça. Alors, parce que peut-être que ce qui vaut la peine, c'est Nicky Neutron Von Bar. On ne sait pas encore quand, mais va revenir donc en février, en effet. Donc peut-être pour une classe de maître ou pas, en tout cas pour faire des conférences. Donc peut-être ça vaut la peine de tout mélanger par rapport à ça. Maintenant, je sais que c'est horrible en 3 minutes parler de Virgin Keaton, mais Marie-Pauline, on t'écoute. Oui, alors l'exposition s'appelle Transformation silencieuse. Et alors, je pense que ce qui tranche vraiment par rapport à l'expo dont vient de parler Nicolas et même à ton expo Sophia, c'est que là, on est dans une expo d'œuvres qui ont été créées spécialement pour l'exposition. On ne voit pas de film à proprement parler de Virgin. Il y a juste au sous-sol une œuvre qu'elle avait créée déjà pour une exposition muséale, puisque c'était pour le Centre Pompidou-Metz. Ça s'appelle Vous qui entrez ici. Donc là, ils disent une nouvelle version, mais en fait, c'est exactement la même chose. C'est juste que c'est sur un format plus petit que ce qu'on voyait au Pompidou. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? Eh ben, on voit des tableaux mouvants. C'est-à-dire qu'on ne voit pas du tout des œuvres fixes. C'est pas de la peinture, c'est pas du dessin, c'est des micro-films d'animation, je sais pas du tout comment décrire ça, mais donc en tout cas ça c'est comme des gifs presque. Voilà, ce sont des images qui bougent très 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 lentement et alors l'idée c'est de nous montrer des lieux et des décors déserts donc qui évolue de manière très très lente et très très infime, ou alors de manière super brutale. D'un coup, il y a un truc qui s'effondre complètement sous nos yeux, avec évidemment l'idée un peu d'assister au temps qui passe, et donc voilà, comme une espèce d'accéléré d'un lieu qui bougerait sur peut-être, je ne sais pas, des milliers d'années. Et aussi avec l'idée de remettre peut-être la nature au centre, parce que souvent la nature c'est un décor, comme chacun sait, donc c'est pas un sujet, et là tout à coup ça devient vraiment un sujet. Moi c'est ce que je trouve assez passionnant, parce que là on est aussi, bon évidemment on est complètement dans la lignée du cinéma de Virgin Keaton, mais on est aussi dans un truc beaucoup plus global qui est de remettre la nature au centre, de plus faire des films qui soient complètement auto-centrés sur l'être humain, mais justement de montrer la nature. Alors je dis on est dans un mouvement, c'est pas un mouvement qui date d'aujourd'hui, parce que c'est des films dans le cinéma expérimental, filmer le brouillard, filmer la pluie et tout ça, c'est des choses qui se font depuis longtemps. Mais en tout cas, il y a quelque chose en ce moment autour de ça, autour de tout ce qui est écologie du cinéma qui, moi, me passionne. Donc surtout, allez-y, c'est donc à la Galerie Mew jusqu'au 3 décembre. Donc il reste quelques jours, mais pas beaucoup. Ouais, donc, c'est vrai que c'est déjà dans le 3e. Très rapidement, Pascal. Moi, je voulais juste aller dans son sens. Que moi, je suis passé hier, vraiment, et j'étais fasciné. Il y a un côté presque aléatoire dans les mouvements. C'est pas des tableaux fixes, donc des mouvements fixes. On peut rester des heures devant, tu verras un tableau qui ne cessera de te surprendre en fait. J'ai trouvé ça fascinant dans cette manière de découper son tableau qui fait que tout rebouge à nouveau et capte quelque chose du côté organique de la nature qui est sans cesse évolutive, et j'étais vraiment fasciné par c'est vraiment, il y a un côté où on est pris, emporté par ce qu'elle dit sur la nature, sur ces mouvements auxquels on ne fait pas attention. Elle montre ça et on rentre dans une forme de chaos qui a aussi son ordre. Enfin, je trouve ça trop bien. Alors ça bouge, restez devant les tableaux, je vous promets, ça bouge. À un moment, il y a des gens qui étaient en disant ça bouge pas. Si, ça bouge, mais très lentement, il faut prendre son temps. C'est un côté très, très hypnotique comme ça qui est très très fort. Vous savez à quel point aussi on aime de toute façon ici le travail de Virgin Keaton. Toi, comment t'as vu ça? Donc il vous reste, alors avant d'aller voir ces 2 expos, vous avez jusqu'à demain seulement pour aller à l'Openback, donc qui est dans le 13e rue Jean-Sébastien Bach. Tout simplement, merci beaucoup. J'ai eu un doute sur le prénom d'un seul coup, je me disais tiens, comment il s'appelle déjà lui, donc Jean-Sébastien Bach. Comment c'est un peu presque entre les deux, c'est-à-dire qu'il y a à la fois un peu d'installation sur ton film où tu présentes ton film de manière un peu différente, mais aussi le côté présenter les outils, on se demande des fois tiens, l'outil sert à quoi, etc. Enfin voilà, donc comment t'as approché ça, même si j'ai déjà dit dans ma question un peu déjà. L'idée de toute façon c'était à la base, il y a très longtemps avec mon producteur Yves, on avait parlé de redonner... Yves Bouvray, juste pour... c'est vrai, Yves Bouvray. On avait discuté de redonner une vie à toutes ces peintures originales en fait qui ont servi à faire le film.
Donc ça, c'était une idée. Moi aussi, j'ai des envies personnelles de faire des installations, etc. Donc l'idée aussi, c'était un peu de coupler les deux et d'avoir un peu dans la même salle, dans la même pièce, cette dualité entre ces images qui sont fixes et puis quelque chose de plus mouvant et plus atmosphérique. Et puis de pouvoir se poser. Et c'est là en fait qu'on voit que faire une exposition dans une salle aussi, ça multiplie en fait les possibilités. C'est qu'en fait on est dans un espace où on circule et donc on peut aller de l'espace de l'installation où on retrouve l'atmosphère du film et puis en même temps on peut circuler et puis vraiment prendre le temps d'observer certains dessins du film. Ce qui n'est pas le cas en fait quand on voit le film. En fait, il a un début, une fin, les images défilent et puis on s'arrête pas forcément. Là-dessus, récemment, j'ai assisté à une masterclass de Thomas Reynolder et j'ai découvert, je t'en ai parlé, je crois, Nicolas, et j'ai découvert un de ses films qu'il avait fait. Je me demande si c'est pas son film d'études en peinture animée, où c'est animé et puis d'un coup l'image s'arrête. Et je sais pas si je me rappelle plus du titre de ce film, mais du coup, ça m'a re-questionné et je pense que ce travail en animation est intéressant de confronter ces images fixes qui ont servi au processus et puis ces images mouvantes qui arrivent à la fin, en fait, d'avoir ce va-et-vient. Donc c'était un peu l'idée et puis voilà, de créer une installation autour de tout ça. L'idée des loupes, ce plaisir de regarder au plus proche de l'œuvre. Et ben moi j'ai toujours des envies très macro dans mes films, dans le corporeux il y avait des plans qui étaient en macro, au microscope, etc. Et je suis fascinée en fait par les détails qu'on peut pas voir à l'œil nu et aussi il y a cette idée de, là on voit les originaux, c'est du A4, quand on est en salle de cinéma tout est très très grand et on voit vraiment bien toutes les textures. Et donc c'était pour un peu repermettre la même chose en fait, qu'on prenne les loupes et puis qu'on regarde exactement tous ces détails, toutes ces empreintes de doigts, ce grain. Dernier mot, Antoine. Il y a le choix de ne pas présenter le film en entier dans l'exposition. C'est aussi penser les deux comme des choses séparées, des éléments séparés. Ouais, de toute façon, ce film, quand j'ai eu la première idée de ce film, j'étais pas sûre que ça allait être un film. Au début, j'ai dit à Yves, ça sera peut-être une installation ou une performance. Donc, pour moi, c'était pas nécessaire de réavoir le film dans l'espace. Et puis, je trouvais même que ça gâchait la chose parce que quand on est au cinéma, on a quand même un début et une fin, même si le film est atmosphérique, il n'est pas tout à fait narratif, etc. Mais quand même, on est embarqué dans des sensations. Il y a quelque chose, il y a une gradation, il y a une délivrance à la fin. Enfin bref, il y a tout un process qui, je pense, en exposition fonctionne pas parce que on se retrouve avec des gens qui parlent, qui avancent, qui s'arrêtent à un moment complètement aléatoire. Et donc, je préférais avoir plutôt quelque chose qui bouge. Ou quelque chose de plus organique que quelque chose qui reprenne en tout cas la structure d'un film au cinéma. On a commencé au début en disant qu'il n'y a pas beaucoup d'animation au Maroc. Est-ce que, je sais pas, il y a une fierté ou surtout tu veux pas y penser d'être une réalisatrice aujourd'hui marocaine, t'es passée à Locarno, donc il y a une certaine visibilité de ton travail aujourd'hui qu'il n'y avait pas. Malheureusement, et moi qui suis depuis un bout de temps le cinéma d'animation marocain, il n'y a pas encore pour l'instant de réalisateurs, de réalisatrices qui font plusieurs films. Est-ce que ça c'est quelque chose dont tu es à la fois fier, mais à la fois tu veux pas trop y penser, c'est dans un coin de ta tête, mais c'est comme ça? Comment tu vis ça? Je me dis surtout qu'il y a pas mal de possibilités au Maroc encore à faire. Il y a pas mal d'options. J'ai toujours cette idée de revenir faire des choses là-bas. Je ne dis pas forcément m'installer à plein temps, mais je pense qu'il y a des choses à faire. Peut-être une résidence à organiser aussi de mon côté ou des collaborations où il y a aussi d'autres pas mal de, enfin la scène artistique marocaine est quand même assez foisonnante, pas forcément juste en animation, et moi je vois pas les frontières entre les différents arts, pour moi elles sont assez poreuses justement. Donc je trouve qu'en fait il y a des passages, il y a des gens, enfin je suis pas mal de réalisatrices qui font de l'art vidéo, Randa Maroufi par exemple, Shahin Flahi, et donc je pense qu'il y a
des passages en tout cas entre l'animation, l'art vidéo, le cinéma. Donc je vois pas ça comme quelque chose de figé ou de bloqué. Je vois plus les possibilités qui peuvent se faire entre les différents médiums. Puis ça, c'est important, je pense que tu représentes aussi... alors là, c'est moi qui le dis, c'est pas forcément toi, mais c'est intéressant d'avoir des gens qui arrivent avant ou qui arrivent à un moment donné, d'être une femme réalisatrice marocaine qui fait de l'animation. Il y en a pas tant que ça. Et donc, je pense que c'est important d'avoir toujours ces faits. On parle beaucoup de représentativité. C'est important d'avoir cette représentativité, de se dire, si elle l'a fait, peut-être que je peux le faire aussi. Et donc, d'avoir peut-être plein d'étudiantes et d'étudiants aussi, les deux qui d'un seul coup se disent, après tout, il y a un tel art important au Maroc, on pourrait dire même au Maghreb en général, mais en tout cas là, c'était marocain au Maroc, ce serait intéressant en effet, on commence à avoir des écoles qui apparaissent, donc d'avoir cette... Ouais, je pense que la question de la représentativité, elle est importante. Moi, au Maroc, ça m'avait surtout frappé quand j'ai sorti Ayem, parce que c'est un film où on peut vraiment se projeter, en tout cas quand on vient du Maroc. Et j'avais reçu pas mal de messages de jeunes filles marocaines surtout, qui m'avaient écrit en me disant que ça leur donnait envie de faire de l'animation. Donc oui. Donc là, c'est bien. Est-ce que Nicolas, tu nous donnes 2 minutes ? Je vois que l'émission d'après, qui était peut-être longtemps, je me suis couché de bonheur, qui n'a pas été changée, est là. Donc si ça ne te dérange pas, on peut peut-être prendre juste 2 minutes pour ou une dernière question, mais aussi pour dire nos films que nous avons sélectionnés pour le Piaf, sachant que j'ai supprimé une des chansons pour faire plaisir à Marie-Pauline et pour pas qu'elle nous en veuille. À la base, nous devions entendre Inuo. L'émission arrive. Donc on devait attendre Inuo, qui est sorti mercredi dernier, de Masaki Yuasa, qui est à mon avis l'une des personnes les plus passionnantes, un des réalisateurs les plus passionnants qu'on peut avoir aujourd'hui, qui a un film très intéressant sur la réflexion sur l'art et justement le pouvoir de l'art et le pouvoir des artistes dans le monde. Donc voilà, donc c'est assez intéressant, et donc allez voir Inuo qui vient de sortir. Merci beaucoup à tout le monde. Et merci beaucoup à Sophia d'être venue. Si on a le temps, on peut juste passer donc cette dernière qui est Bella Ciao, de nouveau en persan, donc de 2 sœurs qui ont sorti cette version et qui notamment ont sorti au moment du début de ce qui se passe en Iran. On se retrouve nous fin décembre. Surtout allez voir donc à l'Open Back jusqu'à demain l'exposition, et donc dans tous les endroits qu'on vous a dit, le film de Sophia. Merci beaucoup à toute l'équipe. Merci Sophia. Merci à Nicolas. À bientôt. Merci à vous.